Bonjour à tous et bienvenue pour cette 15e édition du Frog. On est vachement content de vous avoir tous aujourd'hui pour ce meet-up un peu spécial avec un Rex de 3 personnes de la communauté sur le Android Dev Challenge. Donc tout de suite, alors je passe cette slide-là, vous nous connaissez, on est le rassemblement de tous les Android User Group de France, on est passé remote il y a un an, ça doit être à peu près notre anniversaire d'ailleurs. Donc vous nous suivez sur Twitch, si vous avez des idées de conférences, n'hésitez pas à poster sur Conférence Hall, on est toujours dans la demande. Et puis pour nous suivre les différents meet-up de vos villes. Donc le programme de la soirée, tout d'abord, on aura une petite discussion avec Yacine pour nous expliquer c'est quoi le Android Dev Challenge pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis essayer de comprendre un peu comment ça se passe côté Google avec tout ça. Ensuite, on invitera Florent qui nous fera une petite démo de ce qu'il a fait pour le le challenge numéro 2 par contre, on a inversé un peu. Ensuite, on passera à Olivier et ensuite à Jérémy pour le challenge numéro 3. Juste pour vous expliquer un peu le déroulé d'un Rex, c'est à chaque fois une présentation avec beaucoup de code, essentiellement du code par nos candidats. Ensuite, une revue et un échange dynamique entre le candidat et Yacine. Et ensuite, une série de questions-réponses avec vous via le Slido que je vais vous partager tout de suite après. Et après le meet-up, si vous voulez venir discuter avec les participants, avec les orgas ou entre vous, n'hésitez pas, il y aura un petit lien Gather qu'on vous partagera. Un petit rappel, le Frog est fier d'être une communauté engagée, respectant les différences et la diversité. Ceci implique qu'aucun comportement ou propos déplacé n'est accepté lors de nos meet-ups. Voici un rappel de ce que nous n'accepterons pas. Blague ou offense à propos de la sexualité, la race, la religion, la nationalité, la morphologie ou l'âge. Et bien sûr, comme on va avoir du code et que c'est un peu stressant pour nos candidats, bienveillance sont à l'honneur pour tous vos commentaires. Il y a également le Android User Group de Montpellier qui a 2 licences IntelliJ à gagner. Si ça vous intéresse, pour participer au tirage au sort, vous tapez ces 2 emojis dans le chat et c'est Hugo qui se chargera de faire le tirage au sort à la fin. Voilà. Et pour le Slido, vous pouvez y accéder pour poser vos questions entre chaque intervention sur cette adresse ou en faisant un point d'interrogation Slido dans le chat du Twitch. Et j'invite tout de suite Yacine à me rejoindre. Salut tout le monde. Salut Yacine, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots, c'est quoi le Android Dev Challenge pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi? Alors, c'est un challenge qu'on avait fait avant sur différentes thématiques et cette année, on se fait spécialement pour Jetpack Compose. Alors, c'était mi-février, si je dis pas de bêtises. On a fait notre première beta release de Jetpack Compose et l'objectif ici, c'est vraiment de mettre en avant les créations de la communauté avec pour les plus chanceux, les plus créatifs, un prix à gagner. Si je dis pas de bêtises, cette semaine, on a 5 Pixel 5 à gagner. Ils sont malheureusement, je sais pas, hein, il se peut que ce soit pour tous les Français, mais je sais pas, ça dépend de vos créations. Alors, l'idée pour cette semaine, alors pour les semaines passées, il y avait des critères un peu différents à chaque fois. Le premier, j'ai un blanc. Je crois que c'était l'adoption de chats, d'animaux, donc avoir une application dans cet esprit-là. Le deuxième, c'était autour d'un timer, donc faire un timer, et il y avait, franchement, hein, il y avait des bêtes de création. C'était très beau à voir, je peux en partager après. Le troisième, c'était implémenter une UI qui était déjà définie, donc c'était pour être le plus rapide à faire de la traduction d'un design en code compose. Et cette semaine, c'est pour faire une application autour de la météo. Et donc, vous pouvez prendre l'angle que vous préférez. Il y a 4 principaux sujets qui vont être considérés. Donc, visual beauty, donc tout ce qui est design visuel, la qualité de votre design. Euh, Novelty of idea, en français, ça donnerait l'originalité de votre idée. Euh, Encore une fois, hein, il se peut que vous appuyez sur un nuage pour que ça fasse quelque chose, je ne sais pas, hein. C'est à vous de voir. Le troisième, c'est code quality. Donc, ceux qui veulent vraiment faire du code dans les règles de l'art, ben, ça sera considéré. Et la dernière
la dernière catégorie, c'est Overall Execution. Donc, est-ce que vous prenez en compte l'accessibilité? Est-ce que l'expérience en général est bonne? Et il y a un dernier prix qui est juste la meilleure submission. Submission en français, c'est soumission? C'est pas vraiment le bon mot. Mais Soumission, le meilleur je projet en pense. général, voilà. Donc vous avez jusqu'au Ouais. 23 mars, 23h59 heure Pacifique. 59, hein. N'oubliez pas qu'après minuit, c'est mort, c'est trop tard. Bon, je pense à ce moment-là, ça sera déjà assez tard en France. Donc voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Le but, c'est quand même de s'amuser, d'apprendre et pourquoi pas de gagner un Pixel 5. Donc voilà, ça c'est l'idée, le concept de l'Android Dev Challenge de cette année. Yolanda, qui est ma Ça collègue, marche. a Ça, c'est le publié cas. le blog post ce matin, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils prennent en compte aussi ceux qui sont dans les heures asiatiques, donc ils commencent leur D'accord. journée beaucoup plus tôt que nous. Mais vous avez jusqu'au 23 mars, donc si je dis pas, 6 jours. Vous avez 6 jours Largement devant le temps. vous. Euh, si vous voulez vous faire plaisir, vous faites ça dans les soirées qui viennent ou plutôt le week-end, c'est à vous de voir. Encore une fois, c'est pas une obligation, c'est vraiment l'idée de s'amuser et pourquoi pas de gagner un prix par rapport à sa création. Mais c'est pas l'idée de concourir juste pour gagner, c'est vraiment l'idée de s'amuser et d'apprendre aussi des uns des autres des créations avec aujourd'hui 3 développeurs de la communauté qui vont nous présenter leur création. Donc c'est vraiment encore dans l'idée d'apprendre des autres et tout l'intérêt de ces petits challenges. Ça marche. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde finalement qui se lance là-dedans, non? Ça se passe comment chez vous? Alors, pour le premier, pour les autres, j'ai pas les nombres en tête parce que je sais que c'est Yolanda et Florina qui s'en occupent dans mon équipe. Mais pour le premier, on a eu un peu plus de 1000 submissions, ce qui est assez énorme pour un challenge de cette taille-là. Et c'est assez intéressant de voir en fait comment les gens approchent le problème. On n'en parle peut-être pas systématiquement, mais on regarde énormément de projets. Donc on est peut-être silencieux, mais on fouine dans énormément de projets juste pour voir comment vous approchez Jetpack Compose afin de voir si on doit améliorer nos slides, nos documentations, nos code labs. Donc même si on n'en parle pas directement, tous vos projets nous aident énormément parce que c'est la meilleure manière pour nous d'avoir le feedback, de s'assurer que le framework va vraiment dans la bonne direction. Et sinon, pourquoi? En regardant votre code. Ça marche. Et bien du coup, là, on va plonger justement dans le code de Florent. Florent, je t'invite à nous rejoindre. Oui, salut. C'est un peu bizarre du coup, avec le décalage. Bon, bonjour tout le monde, je m'appelle Florent, je suis basé sur Londres en ce moment, je travaille pour FarmDrop, une petite boîte, une petite start-up qui essaie d'amener des produits locaux aux consommateurs. Donc on fait ça, c'est circuit court. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la création que j'ai faite pour ce petit Jetpack Compose concours. Donc moi, je me suis intéressé au challenge qui consistait à créer un timer. C'est un problème que j'aime bien. C'est un problème que j'ai déjà été confronté avant, en fait. Et la manière dont je vois ce système, c'est plus essayer d'être capable d'afficher du temps réel à un système qui n'est pas tellement fait pour ça. Du coup, je sais pas trop, est-ce qu'on voit mon code et tout ou... Ouais. Oh là là. Ok, cool. Du coup, la manière dont j'ai organisé ça est assez simple. Je ne suis pas trop mis à fond sur la UI, c'est vraiment un truc hyper simple. Donc au début, il y a un titre, juste le compteur qui affiche le décompte et un bouton play qui va lancer et arrêter le compteur. Du coup, l'approche que j'ai prise pour ce problème, c'est au lieu de faire tourner le système en permanence, j'ai fait que quand tu appuies sur le bouton play, ça envoie la date à laquelle le bouton play a été inscrit. Du coup, on a en mémoire le moment où
l'utilisateur a commencé son action. Et ensuite, cette valeur-là est envoyée directement à la vue, donc vraiment à l'extrémité de la vue, où on va avoir un calcul qui va être fait du côté UI pour savoir à quel moment du décompte on est arrivé. Donc si je passe point par point sur les différentes parties, on a une simple colonne pour l'entièreté de la UI. Le timer sera simplement un champ texte avec écrit timer dedans, des petits ajustements pour le placer au centre. Ensuite, on aura la partie temps qui sera toute cette partie-là. Et enfin, le bouton pour lancer et arrêter le compteur. Je ne sais pas trop comment. Est-ce que vous voulez plus de détails sur certaines parties ou qu'est-ce qui vous intéresse sur le code? Alors, juste pour ceux qui sont peut-être pas habitués, il y a une partie assez intéressante dans ton code. Tu montres le composable text avec, il y a du contenu, je crois que c'est le titre dedans. Et après, tu as j'essaie de voir la ligne, c'est la ligne 186, si je dis pas de bêtises, scope.launch, où tu exécutes une logique dans une coroutine, donc qui ne bloque ici, pas dans le rendu de ta composable et qui update le state, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça change le temps à chaque fois. C'est un des problèmes que j'ai remarqué, c'est que du coup, c'est pas synchronisé avec le cycle de vie du système. Du coup, tu peux avoir ce scope qui va continuer de tourner alors qu'on n'a pas vraiment envie que ça continue. Alors, si je dis pas de bêtises, normalement, tu as un effect pour ça, c'est onDispose, il faut que je confirme. En fait, normalement, de base, l'idée des composables, c'est que ça doit être le plus stateless possible. Et dans le cas où tu as quand même besoin d'avoir des callbacks sur des événements des life cycles de ton composant, donc je crois onCommit, c'est quand le rendu est donné à l'écran de l'appareil, et onDispose, c'est quand cette composable-là en question va être enlevée. Donc dans ton cas, si tu veux pouvoir avoir une logique qui puisse être effectuée pour pouvoir un peu cleaner, un peu enlever. Ouais, c'est Dans ce exactement ce cas-là, que je cherchais. Je l'avais cherché sur les différents tutoriels de compose, mais il n'y avait pas cette partie-là, il me semble. je vais vérifier s'il y a, au cas où, c'est peut-être qu'on a pu le partager après, je vais le partager dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Et donc oui, il y a cette partie-là. Après, pour ceux qui ne sont peut-être pas systématiquement à l'aise à utiliser ces effects ou veulent plutôt être sur une approche plus classique, je propose ou je recommande de migrer le maximum de code dans son view model, dans un view model dédié. Mais la manière dont tu as fait, c'est super pour une première fois. Et euh, moi, surtout en fait, quand j'ai commencé à faire Compose, un des trucs que je me suis rendu compte, mais que bien plus tard, c'est je fais comment pour avoir une logique qui s'exécute sans pour autant que euh, ça bloque ou ça gêne le rendu de ma composable, et tu as fait de la bonne manière. C'est juste, après, il faut pouvoir la nettoyer. Ouais, ce que j'aurais aimé en truc vraiment stylé à faire pour cette partie-là, ça aurait été d'avoir que si le compteur n'est plus visible dans la vue, il s'arrête, il continue pas de tourner en background et il n'utilise pas de ressources pour rien, quoi. C'est vraiment l'idée derrière. Ouais. Alors, je Cette viens juste de vérifier rapidement. Tu as bien la doc sur tout ce qui est life cycle et qui parle de dispose et disposable effect, qui est l'idée quand tu vas nettoyer ce que tu veux faire. Je partage ça dans le chat, pardon, Ah, ok, ceux qui j'ai sont peut-être intéressés raté cette partie. pour en regarder. Et, mais c'est super d'avoir fait cette logique-là. Euh, Après, si vous avez des questions dans le chat, on pourra essayer de les prendre. Sinon, n'oubliez pas de les mettre dans le Slido et on y répondra après coup.
Ouais, je peux me faire un peu de pub. Sinon, sinon, sur Londres, je gère le groupe Wild 42. Donc, c'est un groupe d'ingénieurs francophones. Normalement, on se fait une petite soirée dans un pub une fois par mois. Bon, là, c'est un peu compromis avec le, le confinement. Et je fais la même chose avec les anciens de Polytech. Donc, si vous faites partie du groupe Polytech, je vous invite aussi à rejoindre. N'hésitez pas à me contacter pour avoir des coups sur Londres. Ça marche. On aime faire ça. Ça marche. Du coup, moi j'ai deux questions avant qu'on passe. Aux questions du slide potentiellement. Questions du slide potentiellement si on a dans l'audimat. C'est quoi du coup un peu ton retour d'expérience avec comment t'as vécu ce challenge? C'est bien passé par exemple, t'as aimé? Ce que j'ai aimé, c'est que au final, c'est assez simple à mettre en place. Il y a juste à comprendre la logique de composants et après, c'est tout roule. Ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est difficile de connaître toutes les API qu'il y a parce que c'est vraiment un gros changement à assimiler d'un coup. Et là, vu que j'y ai passé 2 heures là-dessus, c'est un peu compliqué. Ce qui aurait été cool aussi, ça aurait été d'avoir ce qu'on a avec les vues en XML, c'est tu cliques sur un endroit et tu peux ajuster un tout petit peu. Mais je pense que ça va être un peu compliqué. Ou tu vas travailler sur ça peut-être. Peut-être Yacine a des infos sur ça, on ne sait pas. Alors, en fait, on a essayé de trouver quel est le juste milieu entre code et UI tool. On est encore en train de travailler sur la question. On a différentes approches. Par exemple, une approche qu'on a préférée au début en termes de temps, de ce qui était possiblement réalisable, c'est ce qu'on a avec les previews. Donc, on a du vrai code je veux dire, on a une vraie UI qui est affichée, qui ne dépend pas de l'émulateur et elle est complète. Donc, vous pouvez avoir un if-else dans votre code, ça va vraiment être exécuté. On a tout ce qui est, on l'appelle comment? Visual Preview ou Animated Preview, je crois. C'est l'idée où on peut vraiment interagir avec sa vue. Ça prend tant les clics que les touches du clavier, tout ça est pris en compte. Et on a le Animation Inspector où on peut un peu inspecter, débugger une animation dans un composable. Maintenant, est-ce que un drag and drop ou vraiment ce qu'on peut avoir avec le layout éditeur actuellement dans les XML views serait bon? On est en train de considérer la chose, mais dès qu'on a quelque chose, vous le verrez arriver rapidement. Cool. Ça marche, mais on va pas sur le slide pour voir s'il y a des questions chez vous. Oui. De toute façon. Fanny, je crois juste que le chat se plaint de ton écho. Je vais prendre les questions. En attendant, Fanny pourra regarder où est le souci du micro. Alors, est-ce que ça n'aurait pas posé des problèmes de performance si on avait voulu afficher les millisecondes? Possiblement, mais après, je pense qu'on a aussi le souci en Android Views dans le sens où, je sais pas moi, si on a la milliseconde à l'instant T, le temps de l'affecter et que la vue se rafraîchit, donc qu'on peut voir le changement. Je pense pas je pense pas que c'est instantané parce qu'il y a toujours un petit lag. Par exemple, une frame, normalement, si on essaie de respecter le 60 fps, c'est une frame chaque 17 millisecondes, je crois. Donc, être instantané, je pense que c'est pas possible, mais on fait tout, du moins du côté compose, pour s'assurer qu'on a les meilleurs perfs. Donc, l'objectif, c'est quand on va avoir 1.0, c'est d'avoir les mêmes perfs au minimum que les Android Views, donc en XML, voire mieux, mais pas en dessous.
Ça, c'est vraiment notre objectif. Donc, entre la bêta et 1.0, je veux dire la version stable, on n'est pas censé avoir de changement d'API. Par contre, on va vraiment avoir des améliorations de performance. Et ça sera pris en compte. Donc, ça, avec la gestion des lifecycles, avec le lien que j'avais partagé tout à l'heure, je pense que ça pourrait régler le problème. Mais si tu veux avoir les meilleurs perfs, donc à la milliseconde près que ça change, ça, par contre, je pense qu'il y aura un petit souci. Mais ça, c'est pas propre à Jetpack Compose, c'est juste à n'importe quel UI, ça se rafraîchit pas à la milliseconde, ça prend un peu plus. Euh, L'autre question, c'est est-ce qu'il y aurait un moyen plus propre pour gérer le timer, peut-être découpler des composants? Ben, j'avais mentionné tout à l'heure le view model, et après, il y a aussi, euh, moi, ce que j'essaie de faire, du moins dans mes composants, euh, c'est d'avoir le maximum de logique séparée de mon composant, et après j'appelle ça dans les callbacks de mes composants, je les appelle, donc j'essaye d'avoir mes composants sont censés être simples, pas simplistes, mais simples dans le sens où on voit vraiment que c'est qu'une description de ma UI, mais la logique, j'essaie d'externaliser ça le maximum. Florent, est-ce que tu as pu avoir une autre approche de ce que tu as pu essayer? Avec le temps à partie, j'ai vraiment pu sortir que ça. C'est un peu Ok. le rush au boulot aussi en ce moment, du coup, il n'y a pas trop le temps de jongler avec tout. Après, quand même, kudos pour Florent, il a passé 2 heures sur ça. Moi, je travaille dans l'équipe Compose, j'ai passé beaucoup plus de temps avant d'être à l'aise dessus, donc Enfin, il est j'ai génial. passé 2 heures sur ça, mais j'ai fait les tutos avant, ça m'a pris le week-end pour bien tout assimiler. Ok. Et j'ai raté le truc du life cycle, du coup, ça n'a pas tout à fait Ah, marché. bon, c'est principalement pour ça, en fait. Est-ce que tu pourrais nous faire un rappel de ce que sont les effets de Compose? Alors, rapidement, parce que c'est toute une présentation pour les effets de Compose. Mais l'idée, c'est que, à comparer de ce que vous avez dans une vue impérative, dans le sens où ce que vous avez actuellement avec les 100 views, où vous faites je sais pas moi, mon composant getElementById .setView, vous dites précisément à votre widget, si j'ai pas de bêtises, on appelle ça un widget, une 100 view, on lui dit ben, change-moi le texte à ce moment-là. Alors que dans Compose, l'idée c'est plus vous décrivez euh, à quoi va ressembler votre UI et c'est le framework lui-même, le runtime qui va s'occuper de regarder ça, de parser ça et d'afficher ça à l'écran. Donc on n'a pas vraiment un contrôle de comment est affiché les éléments. Juste on décrit, mais après c'est le système en soi qui s'en occupe. Et les effets de compose permettent en fait de s'accrocher à ces moments de life cycle. Donc quand un composant va être affiché, quand un composant est affiché, quand un composant va être supprimé, enlevé parce que il y a un changement d'écran ou il y a un changement de state en question. De base, normalement, on ne peut pas y avoir accès et ces effets de compose permettent de faire ça. Mais l'idée, c'est pas d'essayer de refaire ce que vous faisiez précédemment avec les 100 views, c'est vraiment d'avoir un modèle réactif le plus possible. Et dans des cas précis où on a vraiment besoin d'avoir, par exemple, je sais pas, je prends l'exemple, vous arrivez sur un screen et sur un formulaire et vous voulez que une fois le formulaire affiché, que le premier input, il y a un autofocus dessus. Là, c'est un des éléments où un effet de compose peut avoir son intérêt dans le sens où une fois que le formulaire est affiché, vous demandez, je veux avoir un autofocus, plutôt que mais sinon, on ne peut pas faire ça autrement. Donc, c'est principalement dans ce genre de cas-là où il y a un intérêt d'avoir les effets. Je vous recommande énormément de regarder la doc Lifecycle que j'ai pointé tout à l'heure. Il y a eu énormément de retours qui nous ont déjà été faits. Donc, si vous avez un petit doute au cas où, pourrez me poser la question ou sur Twitter ou autre. Je ferai le maximum pour relayer ça et s'assurer que la doc est mise à jour. Euh, je Ouais, je pense peux qu'on a prendre pris toutes les questions. la Vas-y. question suivante. Est-ce que ça t'a donné envie de continuer à apprendre à Compose? Ouais, c'était quand même assez intéressant. Le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est une bêta, mais c'est vraiment une très bêta. Par exemple, je suis tombé sur un bug avec un device Samsung. Si on entre du texte à l'intérieur quand c'est en train d'éditer, bah, ça marche pas très bien en ce moment. Je sais pas si ça a été fixe dans la bêta 2, mais dans la bêta 1, ça marchait pas terrible.
Euh, ouais. En passant quelque chose que ça me fait penser. Si vous avez n'importe quel bug, s'il vous plaît, créez un bug dans. Je crois qu'il y a tout le lien sur la doc d'Android, que ce soit du côté d'Android Studio, du côté de Compose. Créer des bugs, ça nous permet en fait de voir s'il y a des cas particuliers à fixer, etc. Ça nous aide énormément. Donc si vous voulez avoir un meilleur Compose, aidez-nous, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le boulot de notre côté, hein. C'est juste pour s'assurer d'avoir la meilleure compatibilité possible, qu'il n'y ait pas de soucis. Créer des bugs. Créer des bugs, ça nous aide énormément. Et la question suivante, c'est une petite démo. Ça risque d'être compliqué parce que en fait, mon PC est un peu à terre. Mais ouais, je pense qu'on peut mettre le lien du code et vous pouvez tester à la maison. On va partager ça dans le chat. De rien. Peut-on utiliser la librairie chronomètre pour faire défiler le temps? Je connais pas cette librairie. Moi, je connais pas. Voilà. Voilà. Donc, Google est ton ami. Merci beaucoup, Florent. On va inviter sur scène Olivier. Bonjour Olivier. On attend un petit peu. Un, deux, un, deux. Est-ce que vous avez encore de l'écho? Non, ça marche. Yacine, tu me remplaces? Ok, bah. Plus d'écho. Mais après, alors juste pour vous dire dans le chat, on a un petit délai entre le moment où nous on stream et le moment où vous regardez. Donc c'est. Ah bah c'est revenu. Ah ouais, bon. Bah, dans ce cas-là, je vais juste préparer le prochain speaker, le prochain dev. Est-ce que son écran de partage est prêt? On a un petit process. On a un petit process qui tourne dans une coroutine. Ça va arriver. Juste pour le chat, on est encore là. C'est juste le processus est encore dans le backstage, mais ça va arriver. Pour les gagnants, bonne question. Je pense, si je dis pas de bêtises, pas encore. Ça sera fait à la fin. Donc, normalement, une fois que c'est fait, tout le monde, ça sera annoncé, ça sera bien public et on aura les heureux gagnants à la fin des challenges. Alors, notre prochain speaker est là. On a juste un petit problème d'étiquette qui va être bientôt réglé. Je prends juste une petite question du chat à concerner le challenge de la 3e semaine. L'idée, plus on est proche du pixel, donc plus on est pixel perfect, mieux c'est. Après, je pense que, au vu du temps donné, je pense pas que tout le monde ait pu avoir l'occasion de faire ça à 100%. Donc, plus c'est proche, mieux c'est.
Alors, pour tester si, pour vérifier si c'est de manière automatisée, si c'est bien Pixel Perfect, je pense pas. C'est pas moi qui juge, donc malheureusement, vous pourrez pas m'envoyer un paquet de raclette pour faire changer d'avis. Alors, notre prochain dev, c'est Olivier. Euh, Encore une fois, l'étiquette va bientôt être fixée, ne vous inquiétez pas. Florent a déjà fait son travail. C'est en cours. Tu me dis, hein, s'il y a un truc faut que je fasse? Cool. Ben, c'est ton tour. Olivier Patry, le deuxième dev à nous présenter son projet. Ben, vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier, je suis chez MyScript, une société à Nantes. On est spécialisé dans la reconnaissance d'écriture l'intelligence artificielle. Donc on fait une application de prise de notes pour iPad, Android et tablette Windows aussi. Voilà. Pour le Jetpack Compose, donc j'ai fait par challenge de la première semaine. Donc le défi, c'était de faire un écran master detail avec une liste de chiens à adopter. On clique sur le chien et on a un petit bouton adopter. Chat, donc j'ai fait des chats. Et une des particularités de ce qui m'intéressait dans le sujet, c'est comment adresser les layouts de tablettes avec du split screen. Ça, c'était plus par curiosité professionnelle. Notre application vise principalement les tablettes. Donc voilà, je trouve que les tablettes, c'est un peu le parent sur Android, malheureusement. On voit beaucoup d'iPhone quasiment exclusivement. Donc je m'intéressais de savoir comment JetPose peut adresser donc en termes de code, dans l'idée, j'ai essayé de me rapprocher des recommandations de la code Android sur les patterns architecture. Donc de réutiliser l'UL pour récupérer l'état de la UI. Et donc là, il y a des constructions Pack Compose qui sont déjà dites pour se faciliter la vie. Donc proche de by view model qu'on connaît dans les activités classiques. Donc là, c'est un dégénéré, quelque chose. Et donc, le tout démarrage, c'est donc de savoir si on est sur une tablette ou sur un téléphone, et une tablette si on est en portrait ou en langue. Je ne sais pas si l'approche et la recommandation marchera à terme ou pas. En gros, j'ai check un resource qualifier qui est défini en fonction de si c'est un système large ou pas. Et ensuite, je check si je suis imprimé ou pas de la même manière. Et selon le cas, donc on va avoir différentes stratégies. Pour les tablettes, on va créer un nouveau composable pour chacune des configurations. Et dans le cas du phone, on va en avoir un autre. Donc la petite nuance, ça c'est dans mon approche. Pareil, je ne sais pas si c'est la meilleure approche à adopter. Sur la part phone, j'ai utilisé du coup le Navigation Component. C'est l'équivalent du Navigation Component en traditionnel, porté compose, si j'ai bien touché. Donc là, je suis parti là-dessus pour faire la transition d'un écran, de l'écran principal à l'écran secondaire. Par contre, dans le cas des j'ai pas adopté cette approche puisqu'on va avoir les deux écrans en même temps.
Donc, le composable qu'on affiche dans le cadet, je prends celui du landscape chez l'écran. Là, je définis une row, donc c'est l'idée d'enchaîner les lignes de gauche à droite. Donc, je vais avoir ma colonne qui va avoir une dimension fixe. Je vais afficher ma liste de petits et l'écran est en dessous. Donc là, l'idée est vraiment de décomposer UI entité de plus en plus fine à mesure. Et donc, si ces ces composables-là sont les mêmes qui sont utilisés ensuite dans la configuration. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser les choses au maximum. Et donc, si on va dans l'écran des petits chats, on a des choses qui sont prêtes à l'emploi dans le toolkit pour router un écran traditionnel. Donc, on va avoir comme une top-up bar. On va pouvoir aussi avoir tout ce qui est bottom nav, navigation drawer, choses. Donc là, le scaffold, c'est vraiment quelque chose pour pré-mâcher le travail, pouvoir faire cohabiter les différentes. Du coup, là, c'est un premier truc que je trouvais assez sympa avec Jetpack Compose, c'est que du custom, c'est assez facile. Donc, typiquement, ici, on voit l'icône de la dans la toolbar, elle est orientée à une petite rotation à 5 degrés. Donc l'asset est orienté de manière verticale. Je crois que vous avez faire le design déjà. Et donc là, on peut s'amuser à faire un petit peu ce qu'on veut, puisque dans la top app, on peut donc définir une navigation et un title. Mais ce contenu-là, ce sont de nouveaux composés. Jetpack, on a vraiment beaucoup de liberté pour faire donc, typiquement faire une petite rotation sur une icône, c'est très facile. Si on veut mettre plusieurs vues, c'est facile aussi. J'ai bien aimé le côté facile de customiser les choses. Et ensuite, dans mon ViewPad, j'expose un UI state. Donc là, alors ça, je n'étais pas super fan de l'approche que j'ai adoptée. Donc on a des comptes de Jetpack pour observer. Là, c'est une live data, mais il y a la même chose, Flow ou RX. Mais du coup, les delegates, on ne peut pas directement écrire le code que j'ai fait en dessous ici, puisque mon objet state pourrait être muté au moment où je suis en train de modifier. Donc on ne peut pas faire de smash à la volée. Donc on a muté l'objet dans un autre dispatcher ou c'est un let. Donc ça, voilà, c'est une petite subtilité sur laquelle j'ai buté au départ. Et donc en fonction de mon state, je vais choisir d'afficher soit un écran de chargement, un écran d'erreur, un anti-state ou le concret. On pourrait faire à peu près pareil avec les vues traditionnelles, mais du coup, je trouvais que l'approche composable était assez adaptée à faire ça, donc de bien décliner les différents cas de différents écrans qu'on peut avoir à l'écran. Et donc voilà, sur la liste des chats, c'est le super composant, c'est la recycler libre stéroïde. Donc ça s'appelle Lazy Column. Là, en 3 lignes de code, on affiche du coup toute la liste qu'on voit à l'écran. Mais là où c'est vraiment top ce composant, c'est qu'on peut faire en 3 coups de cuir à peau, on peut faire des sticky headers, on peut venir afficher une petite icône pour faire un scroll to top ou des choses comme ça. Donc là, je vous suggère une vidéo que Chris Baines a publiée à ce sujet-là, qui est vraiment top, ça dure 5 minutes. Et ça montre vraiment ce qu'on est capable de faire avec ce composant-là. C'est vraiment super. Donc voilà. Et donc ensuite, la petite cat view, ça va juste être donc, layouter ses vues. Donc là, pas de chose à dire. Hein, c'est du code de UI, donc ça faut rentrer dedans. Donc là, moi, c'était ma première application Compose.
Je pense que pendant 4 jours, à l'écran, j'avais des rectangles verts et bleus avec un peu de rose pour comprendre ce que je faisais. Notamment tinter les cartes. Au début, c'était un peu compliqué. Et à un moment donné, ça s'est vraiment déclenché. J'ai mieux compris les choses. Et du coup, là, on va beaucoup plus vite. Mais donc, au début, c'est compliqué. Et donc, l'approche challenge était sympa pour ça parce que voilà, on se forçait un peu, on était un peu stimulé avec la deadline. Donc, je pense que sinon, si j'avais pas eu ça, j'aurais juste laissé tomber et puis j'aurais réessayé plus tard. Donc, c'était sympa l'approche gamification à ce niveau-là. Euh, donc voilà pour quand on clique sur un petit chat, il s'affiche, c'est formidable. Et ensuite, j'ai géré un état de sélection. Donc ça, c'est aussi un des aspects un peu nouveaux, j'ai envie de dire. Avec Jetpack Compose, c'est tout ce qui va être donc, la gestion des états. Yacine l'évoquait. Donc globalement, l'idée, c'est que les états soient portés par les vues modèles et que la UI soit stateless. Mais il y a quand même des cas dans lesquels c'est indispensable d'avoir un état UI, donc typiquement un état de sélection pour le faire muter. Il y a checker des checkbox, gérer des animations, tout ce genre de choses. Donc du coup, ça, j'essaye de retrouver. Ça fait 3 semaines que j'ai pas touché à ce code, je me rappelle même plus ce que j'ai fait, c'est assez dramatique. Je vais pas m'en rappeler. Hop, moi je vais pas retrouver, c'est pas grave. Donc il y a des constructions qui sont basées sur la fonction remember, dans laquelle on peut associer un état qui ensuite on peut faire muter. Et là où c'est intéressant, c'est que automatiquement, à partir du moment où ce remember va changer, on va avoir ce qui s'appelle la recomposition, qui va donc permettre de redessiner tout ce qui a changé à l'écran, donc sans rien faire d'autre que d'updater cet état. Donc ça, c'est vraiment top dans l'approche. Et j'ose même pas imaginer comment c'est implémenté, mais ça marche plutôt bien. J'ai pas noté vraiment de problème lié à ça. Donc c'est plus une approche à adopter, mais plutôt assez convaincu par cette idée-là. Je sais pas trop combien de temps il me reste, mais je sais pas s'il y a besoin de s'étaler beaucoup plus que ça. Alors, j'ai des petites questions. Alors, juste la première, c'est ton pattern de dispatcher. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ça directement dans ton scaffold, dans la propriété content? Ouais. Alors, je retrouve où est-ce que je l'appelle. C'était l'autre. Eh ben non, je vais pas le retrouver. Ah non, je peux l'éditer, c'est autant pour moi. Euh, ta, ta, ta. Par exemple, juste ici, à la ligne Super. 103. Voilà. Voilà. Donc en fait, si on fait ça, donc là en fait, on va pas pouvoir en l'état comme ça écrire ça parce que en fait l'état state est mutable. Donc je pense que c'est parce qu'on passe par le delegate. Et donc en fait, on va pas pouvoir faire un smart cast ici. Donc l'alternative d'appeler un autre composable intermédiaire serait de faire un let. J'imagine que ça doit marcher. Donc je vais faire un state.let. Quelque chose comme ça devrait marcher. Ah, parce qu'il peut être vite. Non, non, je fais même pas de new label, c'est juste une histoire de smartcast. Donc ça, c'est lié à Kotlin. Ok. Et du coup, si l'objet state en tant que tel, en fait, pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc en fait, l'observer state, ça retourne un objet de type state. Donc ça, c'est un objet composé de compose. Et en fait,
bas. Alors j'ai un petit souci, je crois qu'on a perdu Olivier. Ouais. Donc désolé pour le chat, il va revenir je pense. Euh, alors juste quelques petites précisions parce qu'il avait donné des détails assez intéressants. Le premier c'est que euh, il avait mentionné, si je dis pas de bêtises, il avait du mal au début parce qu'il avait fait plusieurs cases, des cases vertes ou roses, juste pour savoir comment ça marche. Euh, pour ceux qui ont déjà utilisé le Layout Inspector, Jetpack Compose marche avec. Pour ceux qui ne l'ont pas utilisé, ça vous permet d'avoir une vue 3D, donc ou flat, donc flat c'est plat, plate de votre application, et une vue 3D où vous pourrez tourner votre UI et ainsi voir les différentes couches de votre application, que ce soit des Android Views ou des éléments dans Compose, et ainsi voir comment s'enchaînent les différents layouts, row, column, box, etc. Donc si vous avez du mal à comprendre comment marchent ces différents layers, vous pourrez utiliser le Layout Inspector, c'est déjà présent et utilisable dans le Canary d'Android Studio. Alors ça, c'était un point. L'autre point qui avait été, je crois, mentionné dans le chat tout à l'heure, c'est Jetpack Compose Desktop. Alors, dans le cas d'Olivier, c'est pas du Jetpack Compose Desktop, il a juste fait ça sur une tablette, donc ça marche bien sur une tablette sans souci. Pour ceux qui connaissent pas Jetpack Compose Desktop, juste pour revenir un peu rapidement, Jetpack Compose, c'est euh, c'est un framework qui permet de faire de la UI, mais qui n'est pas lié directement à Android. Nous, notre équipe se focalise principalement sur une implémentation d'Android, donc c'est le Jetpack Compose que vous connaissez jusqu'à présent. Mais encore une fois, le framework est indépendant. Et une implémentation qui a été faite par JetBrains, qui permet d'avoir ça sur desktop, donc d'avoir une vraie application desktop avec la même logique, les rows, columns, les textes que vous avez pu voir tout à l'heure. Mais ce n'est pas un émulateur, c'est une vraie application desktop. Et ça, c'est un projet qui est fait par JetBrains, mais ça prend la même logique et le cœur même de Jetpack Compose est le même là-bas. Alors, Olivier est revenu, donc on pourrait revenir au cas où sur quelques questions s'il y a des personnes dans le chat qui en avaient besoin. Olivier, tu peux me confirmer que tu es là? Je suis là, ouais. Cool, ok. Alors, je pense On que peut tu as... basculer sur le slide où, je pense. Ouais, ouais. Du coup, j'imagine que vous n'avez pas eu la réponse à la question de Yacine. Est-ce qu'il y a un moyen 100% Compose pour vérifier les différentes tailles d'écran? Alors, ça, c'est aussi un truc sur lequel je voulais revenir. La manière dont ce que tu as fait, Olivier, tout à l'heure, c'était d'avoir des boules, des valeurs dans ton dossier resource. C'est une manière de faire. L'autre manière de faire, c'est il y a un élément qui s'appelle with constraints, si je ne dis pas de bêtises, qui va vous donner les contraintes de l'écran. Donc, tant en largeur, en longueur, pour avoir des valeurs en dpi, je crois, en dpi ou en pixels, j'ai oublié. Je crois que c'est en pixels, pardon. Et avec ces valeurs-là, on pourrait dire, ben, si la valeur elle est au minimum 1000, ben, je vais afficher sa taille d'écran. Si elle est au minimum 200, ben, je vais afficher sa taille d'écran. Ce qui, je pense, est une meilleure approche de faire avec with constraint. Je crois que ouais, c'est box with constraint. L'avantage, c'est que ben, si votre application elle est installée sur un ordinateur Chrome OS, dans Chrome OS, il faut savoir, c'est un autre système d'exploitation créé par Google, et on peut installer des applications Android. C'est que les applications viennent sous forme de fenêtres, donc l'utilisateur peut redimensionner la fenêtre. Donc au lieu d'avoir une valeur fixe, qui peut marcher pour des tablettes ou des téléphones, pourrait ne pas marcher sur des ordinateurs Chrome OS ou des téléphones foldable comme celle de Samsung où on peut avoir une taille qui peut changer suivant l'utilisation faite par l'utilisateur. Donc, box with constraints. Yacine ? Ouais. Ouais.
Ouais, du coup, sur Chrome OS, ça marche aussi, les ressources qualifier tiré large. Nous, c'est ce qu'on utilise, on supporte Chrome OS aussi. Et quand la fenêtre est resizée, on a un configuration change qui est appelé. Et si on passe au-delà de la borne du qualifier large, Ah, ok, bah, my bad. Je, je viens de me En fait, faire c'est pour ça que corriger. je suis parti là-dessus. C'est ce qu'on fait sur nos applications qui supportent tablette, Chrome et phone. C'est pour ça que j'étais parti là-dessus et j'avais pas vu le box with constraints. Du coup, j'ai essayé d'y jeter un œil. Cool. Alors, juste rapidement, je suis désolé, Gérard. Je continue à mentionner des API qui ont changé de nom entre l'alpha et la bêta, parce qu'il y a eu énormément de changements qui ont été faits juste avant la bêta qui est arrivée mi-février. Donc parfois j'ai des anciens noms, je suis désolé. Sinon, tu veux prendre les autres questions, Olivier? Alors du coup, injection de dépenses, moi j'ai pas regardé, mais j'ai vu, il y a un projet c'est John O'Reilly, je crois qu'il s'appelle. C'est l'application qu'il fait, c'est un toy project qui s'appelle People in Space. Et en fait, c'est une application qui est multiplateforme, Kotlin multiplateforme. Et du coup, il fait la UI avec Compose sur Android et desktop, avec JetBrains Compose. Et il fait aussi des déclinaisons iOS avec SwiftUI et macOS avec SwiftUI aussi. Et donc, l'approche qu'il a adoptée, c'est d'utiliser Coin pour l'injection de dépendance, Kotlin cross-platform. Mais du coup, moi, j'ai pas essayé, mais a priori, ça a l'air de bien marcher, même en multiplateforme. Alors, juste rapidement par rapport à ça, je Euh, sais que Manuel, qui est de mon équipe, qui a énormément bossé sur Dagger et Hilt, euh, bosse sur que- quelle est l'expérience pour le développeur en termes d'injection de dépendance et compose. Donc, il y a quelque chose, c'est juste, je ne sais pas, ça sera quand la timeline par rapport à ça, mais c'est en travaux. Donc, pour ceux qui préfèrent Dagger ou Hilt, ne vous inquiétez pas, on aura quelque chose. Cool. L'autre question, pourquoi avoir exclu les chats de l'aspect initial de Google pour le challenge de la première semaine? Alors, petite information par rapport à ça, en anglais, pet, Ils n'étaient ça pas veut dire exclus. animaux de compagnie. Donc, en soi, vous aurez pu faire des chats. C'est juste, Florina préfère montrer les chiens, mais ça aurait pu marcher avec les chats. Donc, l'exemple d'Olivier marche. Et la prochaine, je pense, c'est pour toi, Olivier. Ouais. Euh, alors du coup, j'ai continué, j'ai poussé là, j'ai même fait les 3 challenges de la semaine dernière pour les 3 zones par pied, d'autant que quand on avait fait un, c'était beaucoup plus rapide de faire les suivants. C'est plus par curiosité. Après, là, je vais aussi démarrer pareil par curiosité, j'ai commencé à faire un clone de Google Fit pour voir sur une nouvelle application. On n'entend pas. Je Est-ce que réessaie. Est-ce le, que l'on m'entend? est-ce que le chat peut me confirmer que Olivier est là? Oui, oui, bon, c'est bon. Tu peux continuer, Olivier. Ok. Donc là, j'ai essayé de regarder un peu ce que ça donne sur une application un peu plus réelle. Donc là, j'ai essayé de faire un début de clone de Google Fit. Donc là, c'est intéressant parce qu'on commence à se rendre compte un peu des limites de la version bêta actuelle. Notamment sur le coordinateur layout qui manque cruellement à mon goût pour faire des collapsing toolbars sympas. Donc là, si vous avez le Google Fit, voilà, dans le deuxième onglet journal, comme il gère les transitions de toolbar. Ça, j'ai brûlé, mais bon, après, je n'ai pas le temps de refaire un coordinateur layout en compose personnellement. Mais ça fait partie des choses qui me manquent. On voit qu'il y a encore du chemin, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été les boutonnages, les drawers, enfin, il y a vraiment déjà beaucoup de choses. Et sinon, j'ai commencé à faire un petit tapis JetBrains Compose, donc la version des. Et du coup, là, ce qui est agréable, c'est qu'on récupère tout posant en matériel sur Talia qui marche sur PC aussi. Donc ça, c'est assez fun pour avoir des applications partagées entre un PC et sa tablette et son téléphone.
Du coup, je vais continuer à regarder par curiosité sur mon temps libre, mais j'attends un peu Cool. le setup. Et la dernière question, je la prends. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques dans la construction de composants customs dans nos applications? Alors, juste une petite info par rapport à ça. Dans Compose, on a différents couches, je dirais, de composants. Vous avez les composants material, ceux qu'on recommande parce qu'ils prennent d'abord un style material design qui est le style recommandé dans Android. Vous pourrez bien sûr le customiser, mais c'est des composants assez fournitants en termes d'animation, en termes de style. Après, vous avez la couche foundation où vous avez des éléments beaucoup plus basiques, mais qui permettent d'avoir une flexibilité plus grande. Par contre, c'est à votre responsabilité d'implémenter, par exemple, je crois que pour le text field, si vous voulez pas avoir, si vous voulez pas avoir de style material design, il y a le basic text field, si je dis pas de bêtises. J'ai écrit la doc et je ne me rappelle plus, honte à moi. Mais vous devrez mettre votre propre placeholder, votre propre bordure. Donc, vous avez la couche Foundation qui permet d'avoir plus de flexibilité, mais plus de complexité de votre côté. Donc, je recommande d'abord d'essayer d'étendre ou de customiser au maximum les composants qui vous sont fournis par la couche Material, qui sont assez bien préparés. Mais si vous avez besoin de plus de flexibilité, vous avez la couche Foundation. Et après, il y a une couche encore en dessous qui est vraiment toute interaction avec l'écran, etc. Mais c'est tellement bas niveau, je recommande que ceux qui ont vraiment un cas précis qui n'est pas réalisable avec, avec les composants actuels. L'autre avantage aussi des composants dans Compose, c'est qu'à comparer de Vue.java avec ses 25 000 lignes de code que tout le monde connaît, c'est des composants qui sont extrêmement compréhensibles. Donc, vous pourrez juste faire un commande-clic sur Mac ou un contrôle-clic sur Windows ou Linux et voir un peu la logique de ces composants-là. Donc, si vous voulez vous en inspirer pour créer votre propre composant, c'est, je pense, la meilleure source d'inspiration pour regarder et copier, s'inspirer, faire vos propres composants. Alors, je pense on a terminé, Olivier. Je te remercie beaucoup de nous avoir présenté ton application. Et on va préparer notre prochain speaker. Salut. Alors, on a la coroutine qui tourne encore, comme tout à l'heure, hein. Est-ce qu'on voit Jérémy ou pas encore? On ne voit pas encore. Alors, meublé. Est-ce qu'on voit Yacine? Je vais discuter avec Yacine. Qu'est-ce qu'on peut se raconter? Il pleut. On va peut-être vous éviter toutes les discussions Covid. Bah Jérémy est là, bah, c'est parfait. Voilà. Ah, Ouais, c'est On n'a bon. pas trop Je sais pas meublé, si on tant m'entend mieux. correctement. parfait. Du coup, on te laisse la main, Jérémy, si tout le monde voit bien ton écran. Je pense. Dites-moi. Ok, bah, bonjour à tous. Alors moi, j'ai fait les 2 premiers challenges. Et puis là, je vais vous présenter le troisième. Alors d'abord, moi, donc, je m'appelle Jérémy. Je travaille pour une société sur Genève qui s'appelle Solid. On fait tout ce qui est solutions en identification, traces RFID, QR code, barcode, enfin voilà. Donc dans des domaines un peu différents. Moi je travaille principalement pour la santé. Donc on fait des applications pour des hôpitaux, pour gérer le stock, les médicaments et puis tout ce qui est prestations au niveau des patients. Donc voilà, principalement du B2B. Et puis moi j'ai abordé un peu le challenge Compose plus pour voir si j'allais me réconcilier avec la déclaration d'interface sous Android. Ça fait quelques temps que je fais pas mal de Flutter. Et du coup, c'est vrai que quand je reviens faire une interface sous Android, des fois je suis un peu frustré parce que je vois ce qui est possible de faire ailleurs. Donc là, voilà, je voulais voir un peu la proposition qui était faite avec Compose et puis un peu la promesse qu'il y avait derrière.
Donc je pense que ça a aidé pas mal d'avoir quand même cette petite expérience derrière pour comprendre un peu ce que c'est tout ce système de colonnes, de lignes. Je sais pas si ça coupe entre deux, j'ai l'impression, mais si c'est bon. On t'entend bien. Ah, du moins de mon côté, c'est parfait. Correctement? Bon alors très bien, je continue alors. Ok. Et puis donc voilà, je l'ai abordé un peu comme ça, et puis voir ce qu'il y avait derrière, ce qu'il y avait compose. Donc là, voilà, sur les deux premiers challenges, bah, du coup, c'était un peu, comme on l'a vu, hein, c'était un peu ouvert, entre guillemets. Et puis là, pour le coup, ce troisième challenge, c'était très fixé. Donc il y avait vraiment des guidelines à respecter. Et puis je pense que c'est pas mal aussi d'avoir un peu ce style de challenge-là. Alors c'est pas du pixel près, hein, on pourrait, mais voilà. Et puis, euh, et puis voilà un peu comment moi je l'ai abordé. Euh, si- Rapidement, bon, je vais pas refaire vous représenter encore plein de codes. Moi, sur ce challenge-là, tout de suite, ce que j'ai essayé d'identifier, c'est tout ce qui pouvait être réutilisé, tout ce qu'on pouvait découper. On voyait que sur différents écrans, il y avait des boutons qui se ressemblaient. À la marge, il y avait des petites modifications. Donc, c'était de voir est-ce que je pouvais créé mon propre composable qui va gérer ça, à qui je peux lui passer quelques paramètres et puis de voir si je peux réutiliser facilement ce dernier. Euh, donc là, on peut voir typiquement sur un écran comme celui-ci, on a des boutons qui voilà, sont très similaires. Bah, je peux définir mon propre bouton et puis je peux l'utiliser deux fois dans mon interface, juste en lui passant soit une couleur différente ou voilà, un titre différent. Et puis derrière, se baser sur un bouton, comme disait Yacine, sur quelque chose de base qui est fourni, et puis qu'on va venir overrider à la marge avec ce qu'on a envie. Ce que j'aime bien aussi dans Compose, c'est ce système de preview. On n'a pas trop parlé encore, mais c'est vrai qu'on a le fait de pouvoir rapidement voir un petit aperçu de ce que va rendre notre composable, avec plein de paramètres possibles, hein. Ici, il n'y en a pas, mais on va voir, je crois que j'ai un exemple sur un text field, je crois, où là j'ai mon text field, donc c'est mon propre text field que j'ai redéfini, et puis je peux créer plusieurs previews de ce dernier avec là par exemple pas d'icône ou alors avec un icône et puis voir comment ça rend sur les différentes versions. Donc il y a tout ça qui est disponible. C'est vrai que ça je trouve pas mal sur ce système de preview. On peut faire des groupes, on peut donner des tailles aussi de notre écran si on va voir le rendu que ça va donner sur différentes tailles. On peut donner la locale aussi qu'on veut pour voir si ça se comporte dans différentes langues. Donc voilà un peu comment je l'ai abordé. Je peux parler un peu de cette découpe. Donc là on voit juste pour parler un petit peu d'interface puisqu'on est pour ça. Comprendre un peu que voilà, il y a un système de colonnes, et dans cette colonne, donc je vais arranger tous mes éléments les uns à la suite des autres. Et puis là, on peut voir que pourtant on a trois choses différentes, enfin deux qui se ressemblent, on va dire ici. Et je peux réutiliser trois fois mon même composable en lui passant juste les paramètres voilà, juste pour le redéfinir. Donc là, j'ai mon propre composable où je vais dire, donc ici, mes éléments vont être scrollables horizontalement. Je vais lui passer un type. Donc là, j'ai un type de card ou alors un type de cercle. Et en fait, c'est le même composable, sauf que selon les paramètres qu'on va lui donner, ça va se composer différemment. Donc là, typiquement, on peut voir quand c'est un composable de type card. Donc là, ma preview, je crois que ma preview est de type card. Donc là, on peut voir ici comment ça va se comporter. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir on peut descendre très bas dans ce composable qui va être utilisé lui-même comme ici on voit dans un autre composable. Et puis alors après ça va être de voir à la marge comment il faudra peut-être pas être trop micro, peut-être qu'il faudra pas descendre trop bas, et puis pour pas non plus devoir refaire voilà, ou devoir revenir après sur ce qu'on a fait. C'est un peu le même souci ou la question que je me pose déjà quand je fais des callbacks entre guillemets. C'est de savoir où est-ce que je place cette dernière, est-ce que je la descends très basse ou est-ce que je la remonte pas trop non plus. Donc voilà, il y a des nouvelles questions qui apparaissent. Et puis voilà un peu ce que je peux dire sur sur ce challenge-là en tout cas, sur ce que moi j'ai pu faire. Donc voilà, je n'ai pas forcément plus de choses à dire sur
sur cette présentation en tout cas du challenge, puisqu'on est sur une interface très fixe, entre guillemets. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de dynamisme. Voilà. Alors, Je sais pas j'ai une petite précision à c'est donner. suffisant. Une petite précision à donner, il y a des personnes qui m'avaient pingé quand on mettait dans nos samples énormément de colonnes et de rows, surtout pour les fans de Constraint Layout. Ce qu'il faut savoir, c'est que Constraint Layout marche sur Compose, il a son propre DSL, Mm. mais la grosse différence à comparer de Constraint Layout sur Android Views, ici, il n'y a pas un gain de performance particulier en utilisant Constraint Layout. Parce que ça, c'était vraiment une des idées phares de Constraint Layout, c'est que vous pouvez avoir un layout extrêmement complexe. Et si vous faites ça avec simplement des linéaires layout, à un moment, vous pouvez avoir une perte de performance. Ici, ce n'est pas le cas avec Compose, qui lui va vraiment s'occuper à, à- à mettre de manière flat, donc à aplatir les différents éléments de votre layout. Donc il n'y a pas de problème à utiliser simplement des colonnes et des rows. Mais si vous préférez utiliser Constraint Layout ou si vous avez un layout qui est plus complexe à décrire avec ces éléments-là, il reste tout à fait utilisable, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais j'ai vraiment bien aimé ton approche à utiliser les composants de base, à les renommer avec ton propre thème. Je crois que tu avais fait Soothe Button, Mhm. et qui te permet ouais, finalement de t'éviter à réécrire du code et à réutiliser au maximum. C'est vraiment l'esprit même de Compose. Ça, c'est vraiment un élément clé dans le sens où créer un élément custom, c'est pas cher. Dans le sens où avant, si vous faites un extend de view.java, il y a énormément de code qui vient avec, donc la création de widgets personnalisés était chère dans le sens en termes de performance, etc. Ici, euh, c'est pas cher du tout, donc c'est pas coûteux. Donc l'idée de faire ses propres composants plutôt que d'utiliser les couches basses ou même matériel directement dans son layout, c'est plus que favorisé, c'est une super manière et tu l'as expérimenté, c'est super. Il y a des Ouais, ouais, enfin questions dans voilà, le ouais, c'est vrai, chat ou dans effectivement, Slido? Ok. globalement, c'est un peu l'idée. Ouais. Fanny, on va regarder le Slido au cas où? Ouais. Ah. Suggestion d'un lazy crate layout pour une compose pour la troisième vue du challenge. Euh, je vais être honnête avec cette personne-là, j'ai pas encore utilisé lazy crate row. Donc Il me si semble qu'elle est que horizontale. Je suis pas sûr qu'elle fasse du vertical. j'ai pas regardé, si ça marche, essayez. Mais oui, à terme, je peux que recommander de faire du lazy partout. Mm. Si les perfs sont là, je peux que recommander. Vraiment, en fait, pour column et row, c'est intéressant que quand vous avez des éléments fixes, vous savez qu'ils vont pas changer et qu'il n'y en a pas énormément. Dès qu'il y a du scrolling, dès qu'il y a énormément d'éléments, passez sur du lazy. La prochaine question, elle est pour toi, Jérémy. Alors, Compose meilleur que Flutter ou Flutter meilleur que Compose? Je sais pas si Yacine était en train de parler, parce que je le vois parler, mais Ah, il a alors, je sais peut-être pas bougé si. la bouche. Non, non. Non, 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 ok, c'est bon. Alors, c'est peut-être juste moi un retour que j'ai qui est très lent, mais c'est pas grave. Euh, du coup, moi, non, non, alors Flutter ou pas, Android, non, non, moi, je pense que là, typiquement, la proposition est. Enfin, voilà, c'est super intéressant. Là, j'ai enfin, des interfaces de base qui sont. Alors, comme je dis, hein, j'insiste quand même, c'est des interfaces de, je pense, de base quand même. Même si la partie animation, je trouve que c'est. Ça, ouais, ça rejoint pas mal, ça facilite beaucoup de choses. Je pense que si j'avais fait le deuxième challenge où il y avait de l'animation, on sentait ouais, que la proposition était intéressante et il y avait des facilités pour faire déjà des petites animations de base. Donc ça, j'avais bien aimé. Après, non, non, je vais pas faire de. Il n'y a pas de gagnant entre Flutter et Compose. Voilà, on va dire que c'est deux choses différentes. Et puis, non, non, les deux me vont sans problème. Et là, je suis du coup, pour le coup, bien. Voilà, encore pour l'instant, je suis encore en train de faire du XML, donc c'est tout. Maintenant, je suis un peu, voilà, on va dire que ça a changé de côté. C'est maintenant quand je dois faire des interfaces en XML, je me dis, ah, si je pouvais le faire en Compose, ça serait quand même
ça serait quand même sympa. Donc bon, voilà. Mais par contre, alors du coup, je pense à ça. Il y a aussi quand même beaucoup de choses, on l'a pas dit, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi sur l'interopérabilité entre ce qu'on a actuellement et sur Compose. Donc il y a, dans la documentation, il faut lire, mais il y a deux façons de faire, enfin deux approches. C'est soit de démarrer sur des composants très bas, ou alors d'aller chercher un fragment par exemple très haut. Mais c'est vraiment très interopérable, donc il ne faut pas hésiter, je pense, à expérimenter sur des petits éléments au départ pour faire ça, quoi. Mais aussi bien vos vues, vos activités complètes, tout est interopérable. Tu vas expérimenter en prod ou tu te mouilles pas tout de suite? Moi, c'est comme je pense que c'est comme pour beaucoup, hein. Moi, je pourrais mouiller, mais après, je suis pas tout seul, donc voilà quoi. Ça marche. Prochaine question. Pour les previews, tu as montré un add preview. Alors, c'est moi qui ai posé la question, j'ai pas bien vu. Est-ce que du coup, tu peux configurer des paramètres d'accessibilité comme le niveau de zoom, la taille de font, etc. Sur les previews, Oui, tu sais, tu alors avais montré si que les tu faisais un previews, je sais add pas preview. si on encore voit mon écran, alors je sais pas si vous allez voir, mais de toute façon, vous le verrez bien mieux dans la doc. Mais quand vous faites une preview, il y a un petit paramétrage ici à côté. Alors j'espère que ça va le temps que ça s'ouvre. Mais voilà, il y a tout un ensemble de paramètres qu'on peut venir changer. Donc il y a au niveau de la fond du device, du mode d'UI. Ici, si par exemple je veux un device différent, si je veux que ce soit un pixel 2, 3, 4. Et après, du coup, pour revenir à la question, c'était par rapport à la taille. Le niveau de zoom, je sais. Alors ouais, la taille de la police, oui. Mais j'ai pas la réponse pour le niveau de zoom. Moi, voilà, la seule chose que j'ai là, c'est avec ce que j'ai actuellement sous les yeux et puis ce qui est disponible, hein, c'est plutôt la taille de l'écran. Alors, il y a une approche qui a été proposée par Luxio que j'approuve, qui est tout simplement de faire un thème différent parce que ici, si tu vois dans l'écran, c'est le My Theme. Tu peux avoir par exemple la Accessibility Theme, avec différents types de themes et avec des valeurs différentes en termes de taille de police, etc. Même si la taille de police peut être configurée dans ces paramètres-là, s'il y a d'autres paramètres que tu veux pouvoir envoyer, tu les définis dans ton thème et tes composants ainsi se changeront par rapport à ça et tu pourras visualiser les deux au niveau de ta preview. Ça marche. Merci à vous pour la réponse. Une autre question pour Jérémy. Est-ce que tu as eu des difficultés pour prendre en main Compose avec tes connaissances Flutter? Bah non, alors pour le coup, bah, pas de difficulté, au contraire, je pense que il y avait quand même déjà je pense, il y a des similitudes, hein, il y a entre ce système de lignes et de colonnes. Donc j'ai pas, non, au contraire, je pense que ça a aidé. Voilà, ça m'a clairement aidé à comprendre un peu comment fonctionnait ce système de lignes de colonnes. Puis si on va un peu plus micro, ce système d'arrangement. Est-ce que c'est un arrangement vertical, un arrangement horizontal, si est-ce que je veux que ce soit centré, tout ça. Je vais pas dire que Compose a copié, hein. Je sais pas qui est l'œuf ou la poule. Mais par contre, ouais, non, il y a des similitudes et si on a fait du Flutter, on n'a aucun mal à prendre Compose en main, quoi. Au Je contraire. pense qu'ils ont copié le web, donc on va Ouais, froisser personne. Je reste, je me mouille pas. Je peux donner un peu Comme disait dans le l'histoire. chat, je me mouille pas. Je peux donner un peu plus d'informations par rapport à ça. En fait, il y a de l'inspiration, hein, et on s'en cache pas. En fait, tout ce qui est Reactive UI, c'était existant depuis un petit moment, mais Flutter, c'est peut-être un des frameworks les plus connus sur mobile qui a inspiré ça. On s'est inspiré énormément de React. Il y a un des contributeurs du cœur même de Jetpack Compose a travaillé dans le cœur même de React chez Facebook. Donc, il y a cette inspiration qui a été qu'on voit bien dans le travail. Et Leland, qui bossait chez Airbnb, qui est aussi un des autres contributeurs, un des autres ingénieurs qui bosse sur Jetpack Compose, était et est encore énormément connu dans tout le monde React Native. Donc, il y a énormément d'inspiration pour tout ce qui est Reactive UI, mais je pense que c'est tout l'écosystème qui bouge vers ça. On a Vue.js, React côté web, on a Flutter, on a SwiftUI, maintenant on a Jetpack Compose. Je pense, le côté impératif à dire, bah voilà, je vais modifier mon texte, je vais modifier mon titre manuellement pour chaque élément.
Je pense que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Maintenant, on a un state, on fournit ça à notre vue et notre vue va communiquer ça directement au framework et c'est le runtime qui va s'occuper de changer ça, c'est pas à nous de le faire. Ça marche. La prochaine question, elle est pour toi, Yacine, de Anonymous, qui se demande s'il peut avoir des feedbacks sur ses contributions au Dev Challenge de ta part. Mais il va devoir révéler son identité si tu dis oui. Après, ça dépend de mon temps disponible, mais la meilleure réponse que je peux te donner, ping-moi sur Twitter, je vais mettre mon Twitter dans le chat. Si j'ai le temps, je vais essayer d'avoir une petite review. Sinon, après, à cette personne, je te recommande de demander aussi à la communauté. Il y a parfois des bêtes de dev qui m'ont tellement bluffé. Je pensais pas que c'était possible de faire des choses comme ça, et ça a été fait. Donc, je suis pas le seul. Il y a énormément de très bonnes personnes dans la communauté, donc je peux que te recommander de les pinguer aussi au cas où. Ça marche. Prochaine question. Y a-t-il un équivalent de diffutils pour les listes? Alors, ça, c'est un truc assez intéressant, c'est que on n'en a pas besoin, et tant mieux en fait, parce que la Recycle View, en fait, c'est la meilleure, c'est le meilleur widget en termes de performance sur Android Views, mais c'est une des pires API. Je pense que tout le monde a déjà souffert avec. Donc, l'avantage en fait ici, c'est que ce qui est intéressant, c'est que créer une instance d'un composable, c'est extrêmement peu coûteux. Donc, en fait, au moment où vous allez scroller, on va créer de nouvelles instances pour chaque élément de votre liste. Et en fait, les anciens, au lieu de les recycler, on va tout simplement les jeter. Parce qu'encore une fois, le coût, il est extrêmement bas. Donc, on peut se permettre de ne pas avoir à faire un diff utile ou à réutiliser, à recycler comme un Recycle View. On jette et on crée de nouveaux composants. En fait, ces instances-là, dans Compose, ça c'est un concept en général, les instances sont immutables, dans le sens où si vous les modifiez, on ne va pas les changer, on va juste en créer une nouvelle qui va remplacer celle existante. Ça, c'est vraiment un concept clé de Jetpack Compose. Et dernière question, les specs design du défi, il était demandé d'avoir certaines typos, H2, boutons, caption, en all caps. Est-ce qu'il existe une API dans Textile pour faire ça? C'est vrai, je ne l'ai pas montré. Alors je vais laisser répondre après Yacine, mais c'est vrai que moi je me suis posé la même question. Bon, on voit plus mon code, mais c'est pas grave. Mais quand je suis parti aussi sur ces specs-là, j'ai vu effectivement ce all caps. Du coup, je suis parti en me disant, je sais pas si on le voit là, mais j'ai mis des to-do sur ça en me disant, est-ce qu'il y a moyen de faire ça directement dans le textile? Donc voilà, t'es pas tout seul, Anonymous. Voilà, je me suis aussi posé cette question plutôt que de faire à la marge des to uppercase. Là, il y a besoin, quoi. Bonne question, parce que j'ai regardé tout à l'heure les textiles. Je pense pas qu'on a ça. Donc, je sais pas si c'est en cours ou si je l'ai complètement raté, mais de mémoire, je pense pas qu'on l'a. Faudrait que je parle à Siamed et à l'équipe texte pour avoir ça. On peut bien sûr faire un to uppercase. Après, c'est juste des strings. C'est assez modifiable en Kotlin. Mais ouais, ça serait cool d'avoir ça plutôt que de le faire à la main. Ça marche. Merci Yacine, merci Jérémy, merci Olivier et merci Florent d'avoir tous les trois du coup été volontaires pour cette soirée et bravo pour vos réalisations. Merci à tous. Au revoir. Salut.